Alors, la production de feuilles fourragères, ça fonctionne bien et effectivement, c'est toujours pratiqué systématiquement dans la partie du Massif central. Et on est toujours sur les mois d'août et de septembre, qui sont les mois secs. Les prairies sont sèches, il n'y a pas grand-chose à manger. Il faut faire tirer les animaux, faire souffrir les animaux parce qu'on n'a pas envie de commencer à taper dans les stocks de foin. Donc, on se débrouille pour leur donner la feuille à ce moment-là. Les années de sécheresse, tous les frênes sont coupés. Et c'est vraiment une habitude. C'est même au niveau paysager quelque chose de culturel. Là, on est entre Cantal et Aveyron et on est sur la race Aubrac. Et la race Aubrac et le frêne, c'est une histoire vraiment très forte. Ça, c'est un paysage bien entretenu. Et le frêne est bien entretenu. L'arbre qui pousse trop est délaissé. Alors, deuxième entrée en termes de productivité, l'aspect fourrage, effectivement, va de soi. J'ai aussi une entrée production de bois. Alors la diapo a un peu changé. Alors contrairement à ce que disait Christian tout à l'heure, nos calculs de productivité sur des arbres adultes, et je pense que ce que Christian montrait, c'était deux arbres à la fois en croissance libre et des arbres traités en trogne, mais toujours dans la phase juvénile. Donc sur des arbres adultes, donc des frênes qui sont en âge de fructification, si je reprends l'exposé, le premier exposé de ce matin, eh bien, la production est finalement relativement limitée. Et quand je me contente d'élaguer ou de couper une partie des branches de ces arbres-là, la repousse est faible, alors que sur ces arbres adultes, chaque fois que je coupe les branches, selon les espèces et sur tous les chantiers de cubage que nous avons fait, parce que nous avons fait la même chose qu'Yves, hein, on mesure avant, on coupe, on déchiquette, on pèse, on mesure et ensuite on a des statistiques et on essaye d'avancer. Eh bien, la biomasse des trognes, des têtards, est bien 3 à 10 fois supérieure sur des cycles de 20 à 30 ans. Et si je prends l'exemple du frêne, eh bien, 1 mètre cube de plaquettes en élagage tous les 30 ans. Ça, c'est que l'élagage simple. En émondage, je suis à 4 à 5 mètres cubes de plaquettes tous les 30 ans. Donc une excellente productivité. Pour nous, c'est l'arbre le plus productif du bocage. Et en plus, il est facile à entretenir parce qu'il est en hauteur et il y a moins de concurrence sur l'entretien de la clôture à la base. Troisième entrée, c'est la notion donc, de ces valorisations des plaquettes. Donc nous, aujourd'hui, on déchiquette les branches. Hein, c'est-à-dire qu'on donne la feuille, on est au mois d'août, ensuite on récupère les branches et puis on les déchiquette et on essaye de valoriser cette biomasse. Donc c'est la double performance économique. Je donne un exemple de chiffres. Alors ces exemples de chiffres vous montrent que comparativement à Yves Gabory tout à l'heure, qui parlait en tonnes de matière sèche par hectare, moi je parle en mètres cubes de plaquettes par kilomètre et par an. Donc c'est effectivement, chacun a mis en place ses références. Et je tiens à insister que les références des territoires ne sont pas les mêmes et qu'il ne faut pas prendre toutes ces données à la lettre et bien faire vos propres expériences. Chez moi, la différence entre le frêne et le chêne est extrêmement forte. Le chêne est beaucoup moins productif que le frêne. Chez Yves, dans un autre contexte pédoclimatique, c'est quasiment identique. Donc à retenir qu'il faut bien faire ses études. Voilà, je donne un exemple de productivité qui est plutôt excellent. Comparativement à ça, une haie haute en croissance libre produit autour de 10 mètres cubes de plaquettes par kilomètre et par an. Alors bon voilà, on est sur les mêmes réflexions. Notre gros souci, c'est de trouver des outils mécaniques pour récolter les branches parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent plus aller à la tronçonneuse dans la nacelle à bout de bras pour couper les branches. Et nous, on n'y tient pas de plus. Donc effectivement, la mécanisation est une étape importante. Les outils sont imparfaits, mais on les accompagne et en plus, ils changent tous les ans. Et il y a toujours des nouveaux constructeurs, donc aujourd'hui c'est accompagner la mécanisation pour obtenir les résultats les plus fiables possibles. Bien entendu, on suit les qualités de repousse après chaque machine et on sait dire à l'agriculteur de remettre le coup de tronçonneuse nécessaire et on sait lui expliquer en quoi des grappins-coupeurs, notamment mécaniques, qui éclatent les écorces, qui éclatent les souches, vont avoir derrière des résultats en matière de productivité de biomasse bien inférieurs et aussi des insertions de brins dans les souches moins stable par rapport à la tempête, donc des soucis de branches dans les champs, etc. Et donc c'est facile d'expliquer ça à des agriculteurs. Ensuite, on déchiquette. Vous avez déjà vu ces photos, puis vous pourrez aller voir ça sur l'atelier cet après-midi. Donc vous voyez, on est l'été, hein. Donc on déchiquette l'été, hein, le frêne. Hein. C'est clairement une pratique estivale. Derrière, on ramène les plaquettes au bâtiment. Elles sèchent naturellement toutes seules en quelques mois. On passe de 50% d'humidité à 20-25% d'humidité. Et derrière, on peut les stocker en extérieur aussi.
Nous avons évalué sur tous les chantiers que nous avons suivis, précisément, les coûts de production. Nous avons suivi 200 chantiers sur 2 ans. Et sur ces 200 chantiers, le coût moyen de production d'un mètre cube de plaquettes de Fresnes-et-Mondes, de branches de Fresnes-et-Mondes, c'est autour de 16 € par mètre cube, qui comprend le temps de travail de l'agriculteur rémunéré à 15 € de l'heure, l'amortissement de ses tracteurs, ses remorques, ses machines, le coût de prestation du grappin-coupeur, le coût de prestation de l'ACUMA pour déchiqueter. Donc on est sur un coût total, plus l'amortissement du hangar qui fait sécher les plaquettes pendant 4 mois de l'année. Donc on est sur un coût qui est aujourd'hui compétitif, en comparaison bois-énergie, on est autour de 26 € le mètre cube livré. Donc on est sur des coûts compétitifs. Alors la première valorisation qu'on dit, c'est d'utiliser la biomasse sur la ferme. C'est intéressant de la vendre en circuit court, mais sur la ferme, c'est là où c'est le plus compétitif. Et chez nous, dans le Massif central, où la paille vient de loin, c'est des camions qui amènent la paille, et la paille est de plus en plus chère, les céréaliers nous la vendent de plus en plus cher. Et du coup, la notion d'utiliser et substituer une partie de la paille par de la plaquette en litière est quelque chose qui est arrivé très rapidement. Dès que les CUMA se sont équipés de déchiqueteuses, vous avez un agriculteur qui a testé ça, qui avait un lot de plaquettes pour sa chaudière qui avait raté, puis qui a testé ça petit à petit, et de façon empirique, et avec en plus les effets canicule, où la paille était passée de 80 à 130 € tonne, eh bien, les agriculteurs se sont lancés en grande masse et les CUMA se sont bien équipés, bien organisés. Aujourd'hui, on a 500 éleveurs qui le pratiquent d'une année sur l'autre ou tous les X années en fonction de comment ils le mettent en stratégie. Cette valorisation en litière, nous intéresse beaucoup. On est sur de la branche, on n'a pas de bois de cœur. Et ça rejoint ce que disait Ernst tout à l'heure, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de polyphénol, et donc derrière, on a une décomposition qui va aller bien. On ne veut pas utiliser en litière du bois de cœur qui a été déchiqueté, on ne veut pas du bois forestier, on veut de la branche. En litière, c'est la branche sans tanin, sans polyphénol, sans bois de cœur qu'on utilise. Et j'insiste beaucoup dessus, sinon la dégradation dans les sols est beaucoup plus longue. On avait testé aussi les pH des plaquettes pour assurer les éleveurs. Le peuplier, effectivement, est à 7, 7,5. Et les autres bois sont plutôt à 5, 5,5. Donc derrière, sur la dégradation, on aura des arguments en plus à apporter aux agriculteurs. Globalement, en bâtiment bovin, 4 mètres cubes de plaquettes sèches équivalent à 1 tonne de paille, et 4 mètres cubes de plaquettes sèches, c'est à peu près 1 tonne de bois. On les utilise en petites couches successives, il ne faut pas faire des trop grosses couches, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Ceux qui veulent plus d'infos, on a fait quelques publications et il y a un atelier cet après-midi là-dessus. On alterne parfois une couche de plaquettes et de la paille dessus, ou on fait un millefeuille, un mélange de couches de plaquettes ou de couches de paille. Et ça fonctionne toujours assez bien. Le vrai souci en amont, c'est la quantité de plaquettes qu'il faut, parce qu'il faut vite des gros volumes. Globalement, les animaux montrent qu'elles aiment bien la plaquette, qu'il n'y a pas de souci particulier. Il y a une excellente portance, les animaux ne s'enfoncent pas, les animaux sont propres jusqu'à ce que la litière soit saturée. Il y a une excellente capacité de l'absorption de l'humidité et contrairement à la paille, qui quand les animaux s'appuient dessus, se couchent dessus, l'humidité ressort en partie, dans le bois ça ne ressort pas. Donc on a aussi un sentiment que les animaux sont plus secs et c'est ce que les éleveurs disent tous. Globalement, on gagne du temps en temps de paillage, contrairement à la paille qu'il faut mettre régulièrement. Et puis ensuite, un certain nombre d'arguments. Pareil, on me disait, est-ce que c'est embêtant pour les mammites des vaches, pour des soucis vis-à-vis des gros ombrils, ça c'est pour les vauquinesses. Le confort est toujours une inquiétude. Globalement, quand vous proposez à des vaches de la plaquette et de la paille, eh bien, elles vont souvent sur la plaquette. Un exemple, par contre, il y a quand même un aspect qui est compliqué, c'est que la litière, en fait, a tendance à noircir très vite. Et quand vous rentrez dans une stabulation et que vous êtes un éleveur et que la litière est noire, vous avez l'impression d'être un mauvais éleveur. Et si en plus vous êtes un centre INRA qui accueille du public, il va falloir l'expliquer. Et voici un exemple sur l'engraissement de broutards qu'on mène avec l'INRA de Tay depuis tout début décembre, où ils voulaient regarder ce que les broutards étaient capables de consommer en paille à partir de la litière. Pour faire cette expérimentation, il fallait 2 cases avec une litière où les animaux ne prélèvent pas de paille, donc 2 cases en litière plaquette. On est parti sur notre couche de 7 à 10 cm avec des animaux en ration assez poussée, et il a fallu aller tous les 2 jours, quelque part rassurer pour dire est-ce que les animaux sont propres? Est-ce qu'ils se couchent? Si oui, on ne remet pas de plaquettes, on attend. Et 2 jours plus tard, on revenait, ils nous disaient oulala, c'est sale, il faut faire quelque chose. Est-ce que les animaux sont sales?
Non. Est-ce qu'ils se couchent? Oui. Eh bien, on attend. Et effectivement, ce n'est pas l'observation de la litière qu'il faut faire, mais l'observation des animaux. Et ça, c'est vraiment une révolution parce que ce n'est pas du tout dans les habitudes et c'est aussi une grande source d'inquiétude, il faut savoir l'expliquer. Voilà pour la petite aparté litière. Grande question sur l'acidification des sols. Je redis, nous faisons une culture à partir du bocage et une culture de branches. Et la trogne, c'est une culture de branches. Voici des résultats qu'on a menés dans plusieurs endroits d'Auvergne. Les résultats montrent un taux de une valeur fertilisante quasiment identique. Par contre, un taux de carbone sur azote bien plus élevé sur la plaquette, ce qui paraît logique. Et dans les belle chose positive aussi, c'est que vous avez plus de minéraux que dans de la paille. Donc derrière, il y a une valeur fertilisante de votre fumier qui est intéressant en calcium, potassium, magnésium. On l'utilise aussi en extérieur, alors plus pour des aspects sociétaux et bien-être animaux. De plus en plus, il y a des animaux qui passent l'hiver dehors et on a des râteliers et ça patauge autour. Et puis le tracteur vient et puis il repart sur la route et ça met plein de terre partout et vous avez des conflits. En Auvergne aussi, on fait aussi de la traite en pâturage avec des aires mobiles. Et c'est pareil, on peut avoir des aires d'attente sur plaquettes. Alors au-delà de l'aspect sociétal, moi ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'on ne va pas avoir des animaux qui vont se salir. Il y a beaucoup de bien-être et en plus on récupère du fumier. Et du système en plein air, le principe c'est qu'on ne récupère pas de fumier. Là c'est le cas. Voilà, en antidérapant, en air bétonné, on a des agriculteurs qui le mettent dans leur bétaillère aussi, ça ne glisse plus du tout. En litière au vin, vu qu'on est dans le Pays Basque, ça marche aussi. Mais alors là, il faut des toutes petites couches de plaquettes, 1 à 3 cm maximum, parce que les déjections sont plus solides et ça a tendance à compacter un peu en surface. Aucun souci de plaquettes qui se coincent dans la laine. Et globalement, ça fonctionne de nouveau très bien. Et il y a un gros essai actuellement en cours sur le Massif central. Alors du coup, je complète avec la dernière notion, ce qui est la notion dans la notion d'agroécologie, qui est la notion de système d'élevage et de souplesse. Et ça, l'arbre nous l'apporte. Et la trogne nous l'apporte parce que la culture annuelle, il faut la récolter à un stade optimum. Vous avez 8 à 10 jours pour la récolter. Le raiggras, quand il est mûr, il faut le récolter. Et vous devez le récolter tous les ans. L'arbre, à l'inverse, on peut le récolter tout l'été. Jean-Claude Émile a montré qu'il y avait une différence, une perte de valeur, mais globalement restait très intéressant et compétitif toute l'année jusqu'en octobre. Ce qui veut dire que je peux le récolter quand j'ai plus d'herbe. Donc souplesse de date sur l'année. Et deuxième souplesse, je ne suis pas obligée de le récolter tous les ans. J'ai des latitudes entre 0 et 20 ans pour le récolter. Donc en fait, je le récolte l'année où j'ai un problème. Et c'est l'année de la sécheresse, donc c'est une souplesse d'année. Ça s'appelle une souplesse dans un système d'élevage. Et une année de réponse, pour moi c'est un arbre de réponse aux aléas climatiques également. Une année où la paille passe de 80 à 130 eurotonnes, vous faites une économie directe grâce aux arbres. Et pas une année normale de façon systématique. La suite de tout ça, c'est intégrer l'arbre. Une fois qu'on a prouvé ses productivités individuelles et cette souplesse, c'est l'intégrer complètement dans le système d'élevage. Et c'est là où le plan de gestion rentre complètement en lien, en route. Et c'est la notion que je vais illustrer à partir du lycée agricole de Saint-Flour dans le Cantal. Les lycées agricoles sont extrêmement précieux pour développer des actions en faveur des arbres. Sur ce lycée, nous avons 2,5 km de frênes et mondes. 1 tous les 5 mètres, ça fait 700 frênes. Ces 700 frênes, on était sur des cycles plutôt de 20 ans, mais comme ça a été un petit peu délaissé sur le lycée pendant quelques années, on est en train de rattraper des choses. Je vous ai donné un exemple du chantier qu'on a mené l'été dernier. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, on est sur une très bonne productivité et on était sur des arbres qui, au bout de 40 ans, continuent à avoir une bonne productivité. Il y avait de nouveau, pour rejoindre ce que disait Yves Ernst Otzi, à partir de 20 ans, l'arbre recommence à fructifier et vous voyez clairement baisser, quand vous coupez la branche, la productivité et l'accroissement en biomasse. Donc c'est clair que l'optimum est jusqu'à 20 ans pour le frêne. Donc aujourd'hui, on rattrape les cycles. Et on expérimente l'été prochain parce qu'on a quand même envie de s'amuser et qu'il y a besoin d'expérimentation dans les territoires. On est parti sur une idée de calcul de ration. Mais la ration de l'économie, de l'Auvergnat, l'été quand il n'y a plus d'herbe. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire tirer les vaches le plus possible, les brebis le plus possible sans leur filer de foin? Et là, on est parti du coup sur un système où on va leur donner du foin à volonté et on va émonder, enfin peser, récolter les feuilles de frêne, les peser et essayer de faire une ration clé en main sur du brebis
Donc voilà, j'ai fait un appel à candidature pour tous ceux qui voulaient m'aider à effeuiller les frênes. Eh bien, nous en sommes à une 50aine de personnes qui se sont inscrites. Donc il y a beaucoup d'intérêt là-dessus et un bel engouement. Donc on va vous donner quelques résultats l'année prochaine. Et derrière, moi l'idée c'est d'aboutir à ça. Vous avez un plan de gestion, vous avez 700 frênes émondes. La récolte, on va partir sur un cycle de 30 ans, ça fait 20 frênes par an. Ces 20 frênes par an vont produire 80 mètres cubes de plaquettes. Derrière, ça part ou en bois énergie ou en litière. Et économiquement, voilà ce que ça donne. Et derrière, ça peut alimenter les animaux pendant tant de périodes. Je termine avec une diapo sur la partie de mobilisation d'acteurs. Pour moi, juste donner des productivités et sans l'intégrer aux acteurs du territoire, ça ne fonctionne pas. Donc on bosse avec les agriculteurs et cette entrée agroécologique les intéresse. Et on arrive à accrocher deux autres types de personnes, les environnementalistes qui adorent cet arbre, hein, c'est le hotspot de biodiversité, et les élus qui trouvent qu'un paysage authentique, c'est bien pour le tourisme. On obtient le gros de nos financements par des journées financées par Natura 2000, qui acceptent que des énormes machines de 24 tonnes avec un gros grappin Cooper débarquent pour couper les branches de frênes émondes. Et puis qu'on déchiquette ça derrière avec une énorme déchiqueteuse et que derrière, eh bien, notre animation Natura 2000 en faveur du frêne soit 100% économique, mais pas du tout avec une entrée biodiversité. On n'a pas parlé une seule fois d'oiseaux. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que globalement, cette entrée économique fonctionne bien. Les élus de la Pays de Saint-Flour vont bientôt intégrer 20% obligatoire de frênes émondes en plaquettes dans toute le chaudière pour alimenter et stimuler la filière. Disons qu'en mettant de l'argent dans ces arbres, ils favoriseront leur entretien. Et je termine par 3 diapos, c'est mes autres arbres têtards. Donc je vous présente, c'est les chavas, c'est les peupliers noirs traités en tétard, qui étaient juste traités en tétard les mauvaises années de sécheresse pour les brebis, mais qui servaient à faire des bois pour les poutres dans les granges. Je vous présente les saules blancs qu'on n'a que dans les zones de vignes, qui étaient utilisées pour faire des piquets. Et il y avait des techniques vachement bien étudiées pour pile enlever l'écorce au moment de la montée de sève. Et puis dans l'Allier, le beau bocage bourbonnais, on était un petit peu moins sur le fourrage, mais par contre on est plus sur des chênes et des charmes têtards. Et là on bûche les chênes, encore aujourd'hui dans l'Allier, et ça c'est important. C'est une vraie ressource. Et je vous ai mis les 3-4 noms qui changent toutes les 2 communautés de communes. Et je termine par le tout dernier que j'ai rencontré il y a un petit mois, c'est en châtaigneraie ardéchoise. Donc on est sous ces arbres traditionnels qui sont récoltés pour faire le fruit. Ça ne fonctionne bien que s'il y a des brebis qui vont manger l'herbe toute l'année dessous. Et l'été, c'est sec. Donc comme nous, eh bien, ils font la rame. Et la rame, ils élaguent les branches de châtaignier le long du tronc et ça tient très très bien les brebis. Et ils en sont ravis, c'est un système qui fonctionne aussi en autonomie et c'est un modèle économique à étudier de nouveau.